Je tenais encore la tarte quand mon père m'a dit de ne plus jamais revenir à la maison. C'était une tarte à la citrouille chaude, sa préférée. Je l'avais préparée la veille au soir en utilisant l'ancienne recette de maman, celle avec un supplément de noix de muscade et cette bizarre demi-cuillère à café de sirop d'érable sur laquelle elle insistait toujours. J'ai conduit pendant 3 heures dans le brouillard pour la lui apporter, comme je le faisais chaque année. C'était Thanksgiving. J'étais à la maison. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous n'avions même pas encore dit la prière de bénédiction. La dinde n'avait pas été découpée. La farce fumait dans le plat en cristal que ma mère ne sortait qu'une fois par an. Et j'étais toujours debout, toujours souriante, tenant toujours cette tarte quand papa a dit « Rends les $50 000, Rachel. » Ou « Ne prends même pas la peine de revenir à la maison. » Au début, j'ai cru que j'avais mal entendu ou que c'était une sorte de blague de mauvais goût. Papa n'était pas un homme à faire des effets de théâtre, et Thanksgiving n'était pas un moment pour les drames, pas dans notre famille, ou du moins pas avant ce soir-là. Mais personne n'a ri. Lisa était assise en face de la table, les mains jointes sur ses genoux comme si elle était à un enterrement. David regardait la nappe. Même maman, douce, maman à la voix douce, refusait de croiser mon regard. Je ne me suis pas assise. Je ne pouvais pas. Le plateau de la tarte reposait dans mes paumes, soudain plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Je l'ai regardée stupidement comme si elle pouvait expliquer ce qui se passait. « Excusez-moi. » ai-je dit. La mâchoire de papa s'est crispée. « Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. »« De quoi m'accuses-tu exactement ?» Lisa a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, du mascara collé au coin comme si elle avait pleuré pendant des heures, mais sa voix était claire. « Le compte de maman. $50 000 ont disparu le mois dernier. Juste après que tu l'aies aidé à configurer les services bancaires en ligne. » Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il était vrai que j'avais aidé maman avec ses comptes. Elle était nerveuse à l'idée de ne plus utiliser le papier, quelque chose à propos de ne pas faire confiance aux nuages. Alors, je m'étais assise avec elle un dimanche après-midi, je l'avais guidée à travers l'application, les mots de passe, les questions de sécurité. Elle avait même tout noté dans un petit carnet que nous gardions dans le tiroir de la cuisine. C'était il y a 4 semaines. 4 semaines ? Maintenant, il me disait que c'était le moment où je lui avais volé. « Vous êtes sérieux ?» ai-je murmuré. « Vous pensez que j'ai pris l'argent de maman ?» David a finalement parlé, sa voix raide comme si ça lui faisait mal de prononcer ces mots. Nous ne voulions pas le croire, mais la banque a confirmé que les retraits avaient été effectués en ligne. Personne d'autre n'y avait accès. Personne d'autre sauf moi. J'ai regardé maman. Elle n'a pas bronché, n'a pas hoché la tête, n'a pas secoué la tête, elle a simplement pris sa serviette et l'a pressée contre sa bouche comme si elle allait être malade. C'est là que ça m'a frappé. La tarte, la circulation, le rituel annuel, rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais plus leur fille. J'étais une suspecte. J'ai posé la tarte très doucement sur le bord du comptoir. Le métal a cliqueté légèrement contre le granit. J'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise où je l'avais posé plus tôt. Je n'ai pas parlé. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, a dit papa doucement derrière moi. Ensuite, nous allons chez l'avocat. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je n'ai pas crié ni juré ni frappé le volant comme ils le font dans les films. J'ai juste conduit, mon manteau à moitié boutonné, la tarte toujours intacte sur le comptoir de la cuisine derrière moi. Les rues étaient calmes, éclairées par les lumières des porches et les dindons papier scotchés aux fenêtres. C'était le soir de Thanksgiving, et toute la ville sentait la sauce et la cannelle et la paix, sauf moi. Je me suis enregistré dans la même auberge de bord de route que je croisais toujours en allant en ville, mais je n'avais jamais eu de raison de m'y arrêter. Le réceptionniste ne m'a pas demandé pourquoi j'avais besoin d'une chambre un jour férié. J'étais reconnaissante de cette petite miséricorde. La chambre sentait la vieille moquette et le pop-corn micro-ondable. J'ai enlevé mes bottes et je me suis assise sur le bord du lit, les mains tremblant encore. J'avais 34 ans, une experte comptable judiciaire senior à qui l'on confiait des millions de dollars dans des audits d'entreprise, et mes propres parents pensaient que je leur avais volé. Le pire, c'est que je n'étais même pas surprise. Pas entièrement. Il y avait eu des signes, de petites choses, la façon dont Lisa levait les yeux au ciel quand maman se vantait de mes promotions. La façon dont papa avait demandé un jour, ne penses-tu pas qu'il est temps de te poser ? Tu sais, de vivre un peu, comme si ma carrière n'était pas la vraie vie.
Même Noël dernier, quand j'avais proposé de payer le coût d'un nouveau toit pour la maison, David avait murmuré quelque chose à propos du fait que j'essayais d'acheter de la loyauté. Je pensais qu'il plaisantait juste. Je pensais que nous étions encore une famille. Je me suis allongé sur la couette et j'ai regardé le plafond. J'ai essayé de rejouer la journée où maman m'avait demandé de l'aider avec son compte bancaire. Chaque clic, chaque connexion, chaque réinitialisation de mot de passe. Avais-je manqué quelque chose? Quelqu'un d'autre avait-il vu le carnet que nous gardions dans le tiroir? Le tiroir. Il était toujours déverrouillé. N'importe qui aurait pu l'ouvrir. Lisa vivait encore à la maison de temps en temps, selon sa situation. David avait une clé de la maison. J'avais été celle qui avait guidé maman à travers la configuration, oui, mais cela ne faisait pas de moi la seule à savoir. Pourtant, ils y avaient cru. Ils avaient cru que j'avais attendu que maman tombe malade juste pour prendre son argent. 50 000 $. Comme si j'en avais besoin. Comme si je le ferais un jour. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Lisa. Nous ne voulions pas que cela en arrive là, mais tu as rendu difficile de te faire confiance. Pas de « joyeux Thanksgiving ». Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste ça, comme si j'avais brisé quelque chose. Comme si c'était moi qui leur devais des excuses. J'ai retourné le téléphone face contre terre. Au travail, je passe mes journées à démêler les détournements de fonds cachés, les sociétés écrans et les fausses factures. Je sais à quoi ça ressemble quand de l'argent disparaît et quand quelqu'un fait en sorte que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Et en ce moment, quelqu'un avait fait de moi son bouc émissaire. J'ai regardé le plafond jusqu'à ce que les lumières deviennent floues. S'il voulait me traiter comme la criminelle de la famille, peut-être était-il temps que je commence à enquêter comme une criminelle. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Pas de réveil, juste l'instinct. Des années à chasser la fraude d'entreprise m'avaient appris une chose. L'argent ne disparaît jamais vraiment. Il est juste redirigé. L'astuce est de savoir où chercher en premier et qui en profite. Je me suis versé une tasse de café amer du hall d'entrée et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau du motel. Mon entreprise avait récemment enquêté sur un modèle d'abus financier envers les personnes âgées, des retraités avec des comptes d'épargne modestes qui se vidaient soudainement en 3 retraits, chacun juste en dessous de la limite de déclaration fédérale. Ce n'était pas qu'une seule banque, mais une revenait plus souvent que les autres. Greenwell Mutual, la banque de maman. Je n'avais pas dit à ma famille que j'étais impliqué dans l'enquête. C'était techniquement confidentiel, mais j'avais l'autorisation de consulter les données de transactions en interne, et je savais exactement à qui demander. J'ai envoyé un message rapide à Théo, le responsable de la conformité supervisant notre dossier actuel. Juste un nom, une plage de date et un emplacement. En moins d'1 heure, j'avais ce dont j'avais besoin, des horodatage, des montants de retrait, des journaux de caisse. 3 retraits du compte de ma mère espacés de 5 jours. D'abord, 20 000 $, ensuite, 15 000 $, troisièmement, 15 000 $. Chacun effectué en personne, pas en ligne. C'était la première fissure. Il m'avait accusé d'utiliser les services bancaires en ligne, avait dit que j'étais la seule à y avoir accès. Mais si l'argent avait été pris en personne, ce n'était pas moi. J'ai cliqué sur le lien de la vidéo de sécurité jointe. Basse résolution, mais assez claire. La première vidéo s'est chargée. Greenwell Mutual, 10 octobre, 13h13. Une jeune femme s'est approchée du comptoir, jetant nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule. Queue de cheval blonde, sweat à capuche gris, grandes lunettes de soleil. Au début, j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être engagé un mandataire. Une étrangère payée pour se faire passer pour maman. Mais ensuite, la fille s'est approchée de la caméra, a baissé son masque pour parler à la caissière. Lisa, même avec la résolution granuleuse, je connaissais ce visage. J'avais gardé ce visage, je l'avais vu souffler des bougies d'anniversaire et pleurer pour des petits amis ratés. Elle était agitée, tapant ses doigts sur le comptoir. Elle a remis ce qui ressemblait à la pièce d'identité de maman et a signé quelque chose. Son écriture n'avait pas changé depuis le lycée. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la lumière du motel clignotant au-dessus de moi. Il n'avait pas seulement volé l'argent. Il l'avait planifié, avait réfléchi au moment opportun, avait attendu que j'aide maman à passer au numérique, puis avait utilisé cela comme couverture pour me piéger. J'ai ouvert la deuxième vidéo.
15 octobre, même agence. Cette fois, c'était David. Pas de déguisement, pas d'énergie nerveuse, calme, confiant. Il a plaisanté avec la caissière, a signé comme s'il possédait le compte. Troisième vidéo, Lisa à nouveau. Même sweat à capuche, différentes lunettes de soleil. L'arrogance de tout ça me donnait la chair de poule. Mais il manquait encore une pièce. Comment avait-il eu accès à la pièce d'identité et aux informations de compte de maman? Puis je me suis souvenu de quelque chose. 2 semaines avant que je n'aide maman à configurer l'application, elle avait passé des examens ambulatoires à l'hôpital. Rien de grave, juste des scanners préliminaires. Lisa s'était portée volontaire pour rester avec elle toute la nuit. Le sac à main de maman avait été avec elle tout le temps. Son chéquier, ses relevés bancaires, son permis de conduire. C'est là que ça a commencé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai vérifié les métadonnées de la configuration du compte. La première connexion après mon départ de la ville ne provenait pas du téléphone de maman, mais d'une tablette connectée au Wi-Fi de la maison. Même adresse IP que Lisa utilisait lorsqu'elle regardait Netflix en streaming. Et l'OTP, mot de passe à usage unique, a été envoyé à un email alternatif que je n'avais pas enregistré. J'ai cherché. Le numéro de téléphone de récupération appartenait à David. Ils n'étaient pas seulement négligents. Ils étaient arrogants. Ils pensaient que personne ne remettrait ça en question. Pas si la fille à succès était la coupable évidente. Pas si le reste de la famille parlait d'une seule voix. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ce n'était pas juste un malentendu. Ce n'était pas un moment de désespoir ou une somme empruntée qui avait mal tourné. C'était une fraude. Et ils avaient utilisé mon amour pour maman comme écran de fumée. J'ai fermé le sac de l'ordinateur portable et j'ai pris le téléphone. Pas pour appeler la police. Pas encore. J'ai appelé mon bureau à la place. J'ai demandé à Théo quelque chose de précis, les impressions des signatures des caissiers. J'en aurais besoin pour comparaison. Puis j'ai fait glisser ma valise et j'ai sorti un fin dossier noir, le genre que j'utilisais pour les présentations au tribunal. S'ils voulaient un méchant dans la famille, je leur montrerais à quoi ça ressemblait quand le méchant gardait les reçus. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je suis revenu en voiture lundi après-midi, juste au moment où la lumière du soleil frappait cette inclinaison dorée qu'elle a toujours entre Halloween et Noël. Le genre de lumière qui donnait l'impression que la maison était chez elle. Pas aujourd'hui. L'allée était pleine. Le SUV de David, la voiture compacte de Lisa, la vieille berline de maman. Pas d'invités, juste la famille. Je me suis garé au bord du trottoir, je me suis assise un moment, le moteur qui cliquetait, les mains posées sur le dossier en cuir sur mes genoux. Celui qui contenait chaque reçu, chaque horodatage, chaque mensonge qu'il pensait que personne ne remarquerait. Puis je suis sorti, j'ai monté les marches du porche et je me suis laissé entrer. La maison sentait le bouillon de poulet et le romarin. Les lumières de la cuisine étaient allumées. Je pouvais entendre le murmure de la conversation, le cliquetis des couverts, un rire qui ne m'appartenait plus. Je les ai tous trouvés dans la cuisine. Lisa était perchée sur le comptoir, une tasse de café à la main, les jambes se balançant comme si elle avait à nouveau 13 ans. David était appuyé contre le réfrigérateur, les bras croisés, l'expression illisible. Maman était debout près de l'évier, séchant la vaisselle avec des mouvements lents et pratiqués. Papa remuait quelque chose sur la cuisinière. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, et tout s'est arrêté. Personne n'a rien dit. Je les ai dépassés et j'ai posé le dossier sur la surface en bois lisse où nous avions l'habitude d'étaler la pâte à biscuits. Puis je l'ai ouvert. Vous avez cru que j'avais volé à maman, ai-je dit doucement. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé. L'air a changé. Subtilement comme avant une tempête. J'ai sorti la première photo, une capture d'écran de la vidéo de sécurité de la banque. Lisa avec des lunettes de soleil penchée sur le comptoir d'un caissier en train de signer un formulaire. 10 octobre, 20 000 $. Pas en ligne, pas moi. Personne n'a bougé, pas même Lisa. La deuxième photo montrait David souriant dans un pull bleu marine, remettant un chèque. 15 octobre, 15 000. Je pouvais sentir ma voix trembler sur les bords, pas de colère, mais de retenue. Ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient les personnes avec lesquelles j'avais grandi. Les doigts de Lisa ont serré sa tasse plus fort. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai posé les bordereaux de caisse.
Même agence, même signature. Je les ai comparés à ton écriture, Lisa, de cette note sur le réfrigérateur la semaine dernière. Un temps mort s'est écoulé. Puis Lisa a finalement parlé. Sa voix était plus ténue que je ne m'en souvenais. Tu as fouillé dans nos affaires? J'ai incliné la tête presque doucement. Vous avez fouillé dans celle de maman. Maman a tendu la main vers les documents, ses yeux scannant l'impression, ses mains tremblant. Quand elle a parlé, sa voix était calme, presque suppliante. Mais la banque, ils ont dit que ça avait été fait en ligne. C'est ce qu'ils ont pensé que j'avais dit. Mais le retrait lui-même ne l'était pas. L'accès en ligne est venu plus tard depuis une tablette connectée à votre Wi-Fi. Le compte était configuré pour être récupéré via un email lié au numéro de téléphone de David. Un silence s'est abattu sur la cuisine comme une neige qui tombe. Papa a arrêté de remuer. Lisa a détourné le regard. David a regardé le sol comme s'il pouvait y trouver une vérité différente. Vous m'avez laissé penser que ma fille m'avait volé, a murmuré maman. Elle ne regardait personne en particulier. Peut-être même pas moi. Vous m'avez dit de ne pas revenir à la maison, ai-je dit encore plus doucement. Et vous ne m'avez jamais demandé si je l'avais fait. C'est ce qui piquait. Pas l'accusation. Pas même la menace des avocats. L'absence de la question. Lisa m'a finalement regardé, son visage tordu, non pas de culpabilité, mais d'amertume. Tu as toujours tout. Le travail, les éloges, le respect. Je voulais juste égaliser les chances. Je l'ai étudiée pendant un long moment. Elle avait l'air plus âgée que la semaine dernière. Ou peut-être que je la voyais enfin pour la première fois. Tu n'as rien égalisé, ai-je dit. Tu l'as brûlée. David s'est éclairci la gorge. Sa voix était plate. Elle ira bien, maman. Rachel gagne plus que nous tous réunis. Ce n'était pas personnel. J'ai laissé échapper une lente respiration, luttant contre le froid qui me montait le long de la colonne vertébrale. C'est toujours personnel quand c'est la famille. J'ai regardé maman s'asseoir lentement à la table, le dossier toujours ouvert devant elle. Ses mains reposaient sur ses genoux, les paumes vers le haut comme si elle ne savait pas quoi en faire. Papa a finalement parlé. Rachel, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai croisé son regard. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas comme l'enfant dans la pièce. Je ne porte pas plainte, mais j'ai envoyé le dossier à l'avocat de la famille. Vous pouvez décider ce que vous voulez en faire. Il a hoché la tête une fois, fatigué, plus âgé que je ne m'en souvenais. J'ai fermé le dossier. Mes mains ont bougé d'elles-mêmes, la mémoire musculaire de mes années de réunion et d'enquête. Cette fois, ça semblait définitif. Vous m'avez dit de ne pas revenir tant que je n'aurais pas rendu l'argent, ai-je dit. Je n'ai pas pris l'argent, mais j'ai apporté la vérité. J'ai attendu juste assez longtemps pour que les mots se posent. Puis je me suis retourné. Rachel. La voix de maman s'est brisée. Je me suis arrêté à la porte. Thanksgiving est terminé, ai-je dit. Vous vous êtes tous assurés de ça. J'ai quitté la maison sans dire un mot de plus. Je n'ai pas pris le dossier. Je n'ai pas pris la tarte. Juste mes clés. Et la part de moi qui croyait encore qu'il m'aurait choisi. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Je me suis assise dans ma voiture devant la maison pendant un moment, regardant la fenêtre de la cuisine depuis le trottoir. Personne ne m'a suivi dehors. Les lumières sont restées allumées. Le rire de Lisa n'est pas revenu. David n'a pas ouvert la porte pour dire quoi que ce soit. Personne n'est venu en courant dans l'allée pour s'excuser, et ça, plus que tout, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. De retour à Boston, la ville me semblait plus nette, plus calme. Je suis retourné au travail comme si de rien n'était, mais je n'étais plus tout à fait la même. J'ai arrêté d'appeler les dimanches soirs. Je n'ai pas consulté le groupe de discussion familiale. J'ai laissé l'icône de la messagerie vocale clignoter sur mon téléphone pendant 3 jours entiers avant de l'écouter. C'était de maman. Rachel, nous avons eu tort. Je le sais maintenant. Je ne voulais juste pas le croire. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je voulais juste que tu le saches. La maison semble vide. Elle a raccroché avant la minute. 2 semaines se sont écoulées. Puis une lettre est arrivée. Du vrai papier, une vraie enveloppe.
À l'intérieur se trouvait une photo. Moi, Lisa et David, âgés de 6, 8 et 10 ans, assis sur le porche arrière dans des costumes d'Halloween dépareillés. J'étais l'épouvantail. Lisa avait des ailes en papier d'aluminium. David était juste couvert de peinture rouge. Au dos de la photo se trouvait une seule ligne. Nous ne savions pas à quel point tu nous manquerais jusqu'à ce que tu sois parti. Pas de signature. David n'a pas pris contact. Lisa non plus, mais selon un cousin qui vivait encore à proximité, ils ont tous les deux quitté la maison. Maman a arrêté de leur parler, a dit qu'elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas demandé ce que ça voulait dire. Je n'ai pas proposé de revenir. Au lieu de ça, j'ai créé quelque chose de nouveau. J'ai commencé un séminaire de week-end au collège communautaire, la protection financière des personnes âgées. Ce n'était pas glamour, mais j'avais l'impression de pouvoir contrôler quelque chose. Un samedi après le cours, une femme âgée est venue me voir et a dit « J'aimerais avoir une fille comme toi ». J'ai souri poliment. Je n'ai pas dit ce que je pensais, les miennes aussi. Autrefois. Décembre est venu et reparti sans arbre, sans appel, sans l'échange annuel de décoration que j'avais l'habitude de planifier. Il y a une sorte de chagrin auquel personne ne vous prépare, celui qui ne vient pas de la mort, mais de la réalisation que les personnes que vous aimez ont choisi la version de quelqu'un d'autre de vous par rapport à la vôtre. Et une fois qu'ils avaient fait ce choix, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Je garde toujours le dossier. Il n'est pas dans mon bureau, pas sur mon bureau, juste dans un tiroir près de la bibliothèque, sous d'anciennes déclarations de revenus et une copie de l'hypothèque. Je ne l'ai pas ouvert depuis ce soir-là. Je n'en ai pas besoin, car les faits n'ont pas changé, ni moi non plus.